ne manque pas de sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, capitale de ce pays de Patrice Emery Lumumba, pays de Laurent Désiré Kabila, pays de Simon Kimbangu. Délice Sanga et l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa de Lamuka sont sous le coup d'une probable invalidation à la suite des révélations sur les salaires des élus du peuple qui s'élèverait à 21 000 $. Et oui, ces deux députés avaient confirmé qu'ils toucheraient jusqu'à 21 000 $ par mois, ce qui n'a pas plu au bureau de l'Assemblée nationale qui pense voir les choses contrairement aux affirmations, aux allégations de ces deux députés. Pour cela, une commission spéciale a été mise en place pour entendre ces élus du peuple pour qu'ils présentent ce moyen de défense ou le preuve de leurs allégations sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Un autre scandale à la présidence est signé un conseiller proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il serait accusé d'avoir violé une fille mineure arrêtée au niveau de la commune. Probablement, il va être présenté devant un juge pour être entendu, pour savoir si, oui ou non, il a été impliqué dans ces viols. Un autre scandale de trop après celui de Viguier Chimanga, d'un autre conseiller qui était cette fois-là au niveau d'une banque de la place pour des chantages. Vous savez aussi bien, un autre conseiller, un représentant du chef de l'État au niveau de la francophonie s'était envolé avec autant de sommes d'argent comme ça. Ça fait beaucoup de scandales à la présidence et nous allons en parler pour savoir s'il y a urgence et nécessité de revoir ce cabinet du président de la République démocratique du Congo. Question de sauver les peu de dignité qui restent à cette institution de la RDC. On va aller voir ce qui se passe à Maïndombe où le Congolais s'entretue, un conflit communautaire entre les peuples Teke et Yaka. Le gouvernement vient donc de décider tout au long de ce conseil des ministres qui s'est tenu hier au plus haut sommet de l'État de la mise en place d'un forum de la paix pour rassembler nos frères et sœurs Teke et Yaka qui s'entretuent depuis un moment. Il y a hier un bouclage, c'est pas hier, on va dire avant-hier, un bouclage au niveau de la commune de Lingwala où quelques Koulouna ont été arrêtés, présentés aux autorités. Ces délinquants qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens quinois. Est-ce que c'est une opération séduction? Est-ce que c'est une opération qui va ressembler à celles qui ont précédé celle-là? Est-ce que cette opération sera inscrite dans la durée? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis voilà, les enrôlements vont commencer au mois de décembre. Mais jusque-là, pas de calendrier électoral. Voilà les menus de l'actualité de cette semaine. On va aller des bâtons rompus d'un sujet à un autre pour vous présenter les faits d'actualité. Nous recevrons pour vous, après un long moment d'absence, Maître Jonathan Ngwele. Il est de la coalition Lamuka, il est l'initiateur du parti politique, si pas l'autorité morale, je ne sais pas si lui aussi accepte les statuts de l'autorité morale, du parti politique pour l'amour du Congo. C'est avec lui que nous analyser la question d'actualité. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez nos vidéos. Je reçois pour vous Maître Jonathan Ngwele. Bonjour. Bonjour cher Patrick Lokala, bonjour à nos abonnés de Patrick Lokala TV. Et bonjour également à la grande équipe technique, grâce au concours duquel nous allons bien évidemment parvenir dans différents ménages de nos compatriotes, tant en Android qu'en audiovisuel. Donc là je vois la télévision. Pour parler nation, pour parler république, car d'aucuns ignorent que depuis maintenant 3 ans et près de 9 mois, la gestion du citoyen Antoine n'a pas amené le pays à un développement escompté tel que souhaité et voulu par tous, notamment ceux qui prétendument auraient lutté pendant 37 ans aux côtés de son père pour une social-démocratie. Parce que vous allez être d'accord avec moi que les socialistes, lorsqu'ils arrivaient entre 16 et 17e siècle, ils ont mis en exergue principalement 2 combats. Les combats de la social-démocratie, ça veut dire le protectionnisme de l'emploi et le mieux-être. Donc pour les socialistes, c'est d'abord l'emploi. Non seulement l'emploi, mais sa protection aussi. Et puis le mieux-être. Ça veut dire que celui qui travaille
doit avoir de quoi subvenir à tous ses besoins de par son travail. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Congolais s'est vu être régringolé parce qu'une politique nette et clairement définie de gouvernance n'est pas encore installée. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, de faire la résistance à ces pouvoirs parce que nous sommes convaincus, comme plusieurs Congolais, que ce pouvoir dont les résultats n'est nullement tracé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à la CENI pour chercher les résultats des élections 2018, vous n'en trouverez pas. Vous pouvez taper dans votre Android les sites de la CENI, demander les élections 2018, les résultats, on ne vous donnera pas. Donc nous pensons, nous, que ce qui a été proclamé n'était pas les vrais. D'autant plus encore, avant-hier, M. Nanga nous a dit par sa tribune que les résultats et même l'activité qu'il a eu à faire à la tête de la CENI étaient faits sous pression. Donc nous convenons avec lui que les résultats même étaient proclamés sous pression et que ce n'étaient pas les vrais. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et il a proclamé. Voilà maintenant qu'il nous sort avec des tribunes. C'est un peu la coutume. Hein. On a géré hier, on voit des premiers ministres qui ont géré hier, incapables de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Après, ils deviennent intelligents avec des tribunes. Nanga la même chose, il nous a pondu des élections catastrophiques, mais il revient quand même avec une tribune. On ne va pas s'enchanter. Vous savez, cher Patrick, la réalité, n'est pas commettre des erreurs. Mais lorsque l'on commet des erreurs et qu'on les reconnaît, on s'amende, les petits crédits de bénéfices, on peut les leur accorder. Vous n'allez pas me dire que de toutes les tribunes faites par le premier Adolphe Muzitu, ces tribunes-là aujourd'hui, du chapitre premier à là où nous sommes aujourd'hui, on les prend, on les utilise, le peuple congolais va se retrouver. Là, c'est de 1. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'un gestionnaire qui a été là, qui a vu comment la machine étatique fonctionne. Et grâce à son expérience et ce qu'il a comme background, il pense qu'au travers de telle action, l'État congolais peut ramener la solution à tel problème. Je prends le cas de l'insécurité. Il vous dit, luttons tous pour la réduction des trains de vie des institutions. Une fois que nous l'aurons fait, en une année, nous allons être en mesure d'accumuler 1 milliard de dollars et nous pouvons les défalquer pour les questions sécuritaires. Si nous ne voulons pas aller là-bas, avec ces simples mobilisations dont on nous crée chaque jour, maximisation, triplage des recettes, pourquoi ne pas débourser 1 milliard de dollars et les mettre pour les questions sécuritaires? Parce que la sécurité a 3 volets ou a 3 bras. Nous commencerons par la question de l'armement, la formation et l'information. L'information coûte cher. Et avec un budget de 450 millions, combien allez-vous mettre? Bon, avec une quote-part, parce que la quote-part actuelle du budget pour les questions de défense, c'est 450 millions. Avec 450 millions, vous allez doter comment? Voilà pourquoi pour plus de 3 ans maintenant, ils sont incapables de doter. Avec 3 ans, avec 450 millions pour 3 ans, vous n'êtes pas en mesure d'équiper. Voilà pourquoi aujourd'hui, même le casque, les militaires ne l'ont pas. Et même la question de la formation. C'est pas ça le sujet du jour. Non, c'est pour vous dire simplement que ces gens-là, lui-même, le Premier ministre n'a jamais amélioré le budget de l'armée ou n'a jamais amené le budget de l'armée là où il devait être. Il a trouvé le professeur d'université à peu de 600 000, il a laissé un même chose aussi avec Matata Pogno. Après, il crée Congo Challenge, beaucoup de leçons. Mais il y a des cas, il a trouvé les fonctionnaires à combien, il a laissé à combien. Je prends le cas de Nanga aussi, qui nous proclame des élections chaotiques qui ont conduit le pays là où nous sommes aujourd'hui. Mais il vient sans gêne nous parler d'une tribune, nous parler de comment il a été sous pression pour proclamer les résultats. Dirk Loukeba, il faut voir avec ces gens qui font assez. C'est pas ça le sujet du jour. Non, c'est pour vous dire simplement que ces gens-là, lui-même, le Premier ministre n'a jamais amélioré le budget de l'armée ou n'a jamais amené le budget de l'armée là où il devait être. Il a trouvé le professeur d'université à peu de 600 000, il a laissé un. Même chose aussi avec Matata Pogno. Après, il crée Congo Challenge, beaucoup de leçons. Mais il y a des cas, il a trouvé les fonctionnaires à combien, il a laissé à combien. Je prends le cas de Nanga aussi, qui nous proclame des élections chaotiques qui ont conduit le pays là où nous sommes aujourd'hui. Mais il vient sans gêne nous parler d'une tribune, nous parler de comment il a été sous pression pour proclamer les résultats. Dirk Loukeba, il faut voir avec ces gens qui font assez de bruit là-bas, s'il y a moyen qu'ils revoient un peu leur manière de parler. Voilà. Alors, je disais, j'ai parlé à propos de Koné Nanga, qui a proclamé des résultats chaotiques. Mais voilà, que sans gêne, il vient avec une tribune. Bon, moi, je ne peux pas croire, je me refuse de croire à Nanga, je me refuse de l'écouter, parce que si nous sommes là, c'est à cause de lui. Il pourrait se sacrifier pour le pays, il ne l'a pas fait. Bon, c'est pas ça le Patrick, je suis d'accord avec vous. Laissez-moi passer un mot pour clore. Très énervé contre Voilà, laissez-moi mettre un petit mot pour clore cette parenthèse. Il est certes vrai, personne ne peut encourager un indécis. Une personne qui n'a pas été en même de s'assumer. Parce qu'on l'a dit, lorsque vous prêtez serment,
d'agir ou de travailler dans une institution d'appui à la démocratie, ça veut dire que vous-même, vous devez d'abord être un homme indépendant d'esprit. Ouais. C'est déjà ça le problème. Et il a péché par rapport à cela. Il n'est pas intègre. Voilà. Il n'est pas digne de tenir ses discours. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas l'interdire le droit de nous faire de révélations. Parce que jadis, on ne nous a pas fait de révélations, nous l'avons vu. Malouba nous a proclamé des résultats avec des blindés. Ça, nous l'avons vu. Et qu'est-ce qui ne dit pas que derrière ces blindés-là, ou devant le blindé, ou à l'intérieur de blindé, il n'y avait pas de menace? C'est en fait ça la question. Et aujourd'hui, si Nanga nous le dit, il est certes vrai, nous allons les condamner, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Lorsqu'il parle des ambassadeurs qui menaçaient, d'exil, de tueries, pourquoi ne pas aujourd'hui évoquer la question de la conscience et de la libéralisation d'esprit du Congo? C'est en fait ça la grande problématique. Si les ambassadeurs doivent interférer dans les questions de proclamation des résultats, ça veut dire que nous demeurons sous la colonisation à ces jours. Et qui l'occasionne? C'est sûrement la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, de tous ces hommes qu'on appelle abusivement des hommes d'État, après la promotion, la première chose à faire, c'est d'aller voir ces ambassadeurs. Qu'est-ce qu'ils vont en réalité chercher auprès de ces ambassadeurs? C'est en fait ça la grande question. Très bien, merci beaucoup. Moi, je ne croirais pas à Nanga. Nanga, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter, condamner et jeter en prison pour avoir conduit le pays là où il se trouve aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été d'une moralité irréprochable. Il a subi des pressions et il vient nous en parler. C'est vraiment triste. Très bien. Alors, on va passer à autre chose, une question qui concerne essentiellement la société. Vous avez vu les bouclages de la commune de Lingouala, à l'issue duquel quelques délinquants qu'on présente comme Koulouna ont été arrêtés et puis on ne connaît pas la suite. Il y a quand même une question que je me pose, Maître Jonathan Bouélé. Est-ce que cette opération sera inscrite dans la durée ou c'est juste une opération séduction, faire un petit semblant, voilà, l'État agit, mais après on va revenir sur les mêmes bases comme on l'a vu avec l'opération Koulouna, coup de poing, on a vu, on a tué, on a abattu de Koulouna. Nous on avait dit à l'époque, c'est bien bon de terroriser les Koulouna, c'est bien bon de les tuer, mais la suite sera quoi? Est-ce que ça sera la fin du phénomène? Puis après, les phénomènes Koulouna a ressurgi de plus belle. Est-ce qu'on ne va pas revivre les mêmes phénomènes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura une simulacre de maîtrise, puis après, ils vont revenir avec force. Comment vous analysez, comment vous percevez la suite de ces bouclages qui a commencé par la commune de Lingouala et la commune de Kinshasa? Vous savez, dans des états sérieux, cher Patrick, lorsque l'on pressent des menaces, lorsqu'on pressent des actes pécordiales, si on peut l'appeler ainsi, la première des choses que l'État fait, c'est se réunir en urgence. Il est certes vrai, les gens ont spéculé sur des arrestations par-ci, par-là, Kingasani et je ne sais quoi d'autre. Il est vrai, nous avons vu les gens être morcelés, s'il faut le dire comme ça, décapités par ces jeunes gens qu'on appelle Koulouna. Mais la question qu'il faille se poser, quelle est la politique mise en place par le gouvernement provincial, parce que là nous parlons de la ville de Kinshasa, pour mettre fin à cette situation d'insécurité? Est-ce qu'on a tablé sur l'information? Jadis en son temps, lorsque le général Kanyama travaillait, il a institué ce qu'on appelait la collaboration avec les maîtres volontaires. Ce qui faisait que sur chaque rue, sur chaque coin, on avait des informateurs qui dénonçaient et l'État agissait pour récupérer ces jeunes gens-là. La plupart des cas, on les a pris en pleine opération ou en train de planifier les opérations. Mais pour ces bouclages, je me pose la question. Qui on a pris en pleine opération? La première des questions. On a pris les gens sur des présomptions. Voilà. Ouais. Et deux, si et seulement si ces jeunes gens-là sont prises, qui les a entendus aussitôt arrêtés? Deuxième élément. Pourtant, dans des états organisés, normaux, comme le dit le professeur Baka déjà, il faille définir une politique sécuritaire. Et grâce à cette politique sécuritaire-là, l'État lutte contre un fléau qui devient une menace. C'est ça le grand problème. On va nous boucler un lundi, on va nous boucler un mardi, on va nous boucler un mercredi, et ces jeunes gens sont là. La preuve, c'est qu'on a envoyé à Kanyamaka CC où certains ont été torturés parce qu'on a vu les images sur les réseaux sociaux, ou même on a dit c'est parce qu'il a volé qu'on a sectionné sa tête entre deux jambes. Mais qu'est-ce qui est produit après comme résultat? La menace continue.
Et là, c'est beaucoup plus sévère que nous l'avons vécu avant. Pourquoi? Parce que là, ils s'en prennent à des hommes en uniforme. Moi qui vous parle, j'ai perdu un de membres de ma promotion, l'OPJ Benza Makala, avec qui j'ai partagé la même auditoire du premier à la deuxième année de licence. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Et moi, je pose la question à ceux qui s'appellent être élus de la ville. Qui a eu le courage d'interpeller les ministres provinciaux de l'Intérieur? Et même celui qui s'occupe de la jeunesse et de la population. Parce que dans leurs attributs, dans leur job description, ils ont l'obligation d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Et s'il faut remonter au plus haut sommet de la nation, on verra là le ministère de l'Intérieur, qui en vertu de l'article, je crois, de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, portant attribution de membres de certains ministères, le ministère de l'Intérieur, qui a plus d'attributions d'ailleurs, a pour obligation d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Et si vous posez la question à Celo, avec le nouveau Durkheim, Norbert Yamba Yamba, quelle est la politique sécuritaire mise en application du point de vue sécuritaire au plus haut sommet pour nous mettre en sûreté? Parce que vous allez vous rappeler, vous êtes journaliste, qu'il y a une année passée, on nous informait que les gens ont pris à manier des armes à Kingabois. Où était l'État? Où étaient les services pour nous informer à temps réel, pour anticiper ces genres de pratiques? Parce que là, c'est un député qui l'a dénoncé. Et c'est pareil avec ce que nous vivons maintenant. On va boucler lundi, on va boucler mardi, mais que faire ou que fait l'État? Après, les bouclages prendront fin et les colonnes reviendront. Voilà. Que fera l'État pour que nous ne vivons plus cette situation d'insécurité? Aujourd'hui, personne n'est en mesure de se promener la nuit au-delà de 21 h parce que ces jeunes gens-là sont là. Et c'est ça la grande question. Nous pensons, bon, moi personnellement, c'est mon avis, je pense que le général Kassongo n'a pas su maîtriser cette situation. Il fallait trouver une personne qui apportera cette nouvelle énergie. Vous pensez que d'ici la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, le phénomène Kuluna sera totalement maîtrisé? Déjà, avec cette nouvelle cigarette qu'on nous a amenée, les Chikata ici, elle est composée sur base de quoi? Si vous faites ça la question déjà. Et après 2018, avons-nous vécu cette atrocité de Kuluna qu'elle vend maintenant? Donc le Kuluna, où les phénomènes a refait surface à leur arrivée. Et grâce à quoi? Grâce à cette manque de politique sécuritaire. Je le dis toujours, posez la question à M. Asselo, posez la question à M. Tengue. Nous tablons sur quoi pour la question sécuritaire? Nous tablons sur quoi? Est-ce là, c'est la sécurité de proximité avec les SIAD partout? Est-ce que ce sont les hommes dissimulés pour collecter les informations? Est-ce que c'est l'infiltration de ces gangs-là pour les maîtriser? C'est en fait toutes ces problématiques-là. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele. On va quitter Kinshasa pour cette fois-ci nous rendre à la province de Mai-Ndombe, où les Teke et les Yaka s'entretuent depuis un bon moment. Le gouvernement a envoyé une forte délégation composée des ministres de l'Intérieur et d'autres ministres pour aller palper du doigt la situation, mais la solution n'a pas toujours été trouvée par rapport à ces conflits communautaires. Hier, au cours du Conseil des ministres, il a été décidé du lancement d'un forum sur la paix au niveau de la province de Mai-Ndombe pour maîtriser la situation, réconcilier les deux peuples qui sont en conflit. Maître Jonathan Ngwele, vous croyez quand même à la réussite de ce forum sur la paix? Il faut dire que le gouvernement de la République a envoyé 2 missions officielles. Ils sont partis à 2 reprises et ils n'ont pas su ramener la paix. Une délégation composée du patron de la sécurité. En France, on appelle Messier Sécurité. Daniel Assielo. Voilà. Et du patron ou la patronne de la justice. Ça veut dire remettre les gens dans leurs droits. 2 affaires sociales. Mais pas plus tard qu'hier, Mme Bito Keïta nous a dit que nous avons à ce jour accumulé plus de 5 millions de déplacés en interne. Et pourtant, les affaires sociales sont là. Et pourtant, les affaires sociales sont là. Par 5 millions de déplacés en Mai-Ndombe. En interne. Dans les Mai-Ndombe. Si on mélange de tout, parce qu'à jadis, on était à 2 millions. Ah, okay. En Mai-Ndombe, je crois que c'est 6 000 personnes qui sont déplacées. 6 000. La statistique du pays, de la République en général. De manière générale, déplacés internes. Voilà. Ouais, y compris la situation de l'Est. Exactement. 5 millions. Ça devient catastrophique. Nous sommes à 5 millions actuellement. Et s'il faut voir l'aspect sanitaire, l'aspect alimentation de cette population-là, vous comprenez qu'il y a encore un autre problème. C'est déplacer la manche comment? Pourtant, ils sont aujourd'hui déplacés pas par leur vouloir. C'est parce que l'État,
qui est défaillant, qui n'a pas été en même de leur mettre en sûreté, ils sont obligés de fuir pour laisser leur toit, leur abri, là où ils pouvaient manger calmement, là où ils pouvaient dormir en sûreté. C'est là la première question. La deuxième question, les conflits entre Teke et Yaka. On nous parle d'un conflit d'origine titrale, si on peut l'appeler ainsi. Ah ouais. Les gens se battent pour les postes. L'autre dit c'est ma terre et je suis le seul à investir le chef ici. L'autre dit c'est pas ta terre, tu ne peux pas. Alors que les job descriptions, l'ordonnance que j'ai citée tantôt ici, du 7 janvier 2022, donne l'attribut au ministère des Affaires intérieures, parce que ce ministère a été presque fusionné en fait. Il y a eu la décentralisation de l'intérieur des affaires coutumières. Posez la question à M. Asselo. Qui a le droit d'agir sur cette terre qui est Kirelo aujourd'hui? C'est là la solution à tous ces problèmes, parce que c'est lui qui a jadis été tenu de gérer les répertoires des ordres coutumières de mon pays. La preuve, c'est que dans le ministère de l'Intérieur, il y a un secrétariat général aux affaires coutumières qui gère ces questions. Donc en réalité, on ne pouvait pas avoir ces problèmes si le ministre avait effectivement utilisé son pouvoir pour aller dire je suis arrivé ici, je vous dis en vertu du pouvoir qui me sont conférés, cette terre appartient à X. Et je demande à X de se conformer à cela, sinon on imposera l'autorité de l'État. Et venons à l'autorité de l'État. L'autorité de l'État s'est vue être dégarnie dans ce coin du pays. Parce que l'État a des gouverneurs là-bas. Les titulaires et son adjoint. L'État a des ministres provinciaux, notamment un qui s'occupe de l'intérieur. L'État, la police et l'armée là-bas. L'État a un rédoc ANER. L'État a un commandant ville, un commandant province. Maintenant, dites-moi, pourquoi tous ces services concurrents n'ont pas si anticipé ces conflits qui aujourd'hui deviennent presque maîtrisables? On comprend directement qu'il n'y avait pas des hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Absence de l'autorité de l'État. Voilà. Et maintenant qu'on a su qu'on est défaillant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer l'autorité de l'État. Et j'ai eu mal quand j'ai entendu l'honorable Sakata dire qu'on a envoyé moins d'hommes. Je n'aimerais pas donner les chiffres qu'il lui a donnés parce que c'est vraiment triste de les constater. Et ces gens-là ne sont presque pas équipés. Je me suis dit, mais est-ce que ces gens sont sérieux? C'est dans cette même province que nous avons vécu le triste événement de Yumbi. C'est toujours les Maïndombe, Patrick. Ça, il faut le dire. Où nous avons perdu plus d'une centaine de Congolais. Où nous avons vu des cases, des maisons brûlées, de brebis tuées, de biens emportés. Pourquoi ne pas prendre effectivement cette question sécuritaire pour les Maïndombe à cœur? La preuve, c'est que de 2 conseils de ministres, on n'en avait pas parlé. Parce que ça, c'est la 3e conseil de ministres tenu depuis que cette guerre a commencé. Et on en parle maintenant. Et on en parle maintenant sur quel format? Forum. Je vous rappelle qu'également, on a organisé des forums pour l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Est, il y a la paix? Pourtant, les chefs... Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas réinsérer cette expérience. Voilà. Les forums, on parlera... Les forums sur la paix au Maïndom ne va pas aboutir. Non, la solution maintenant, c'est l'autorité de l'État. Ce n'est pas un forum. Non, les forums n'apportera pas la solution. Pourquoi? Parce que vous avez des textes, vous avez des documentations qui vous disent clairement que cette terre-là appartient à X. Pourquoi ne pas dire à celui qui s'entête, monsieur Less? C'est simple. Monsieur Less, parce que ce n'est pas chez toi ici. Et à lieu et place, vous préférez faire des forums. Nous sommes d'accord avec ce système de forums. Mais les forums aura pour objectif quoi? Que les gens prennent des perdièmes. Ce sera ça la réalité. Les gens vont toucher de l'argent. Et la paix là-bas va revenir. C'est une occasion pour les uns de s'enrichir. Mais c'est la technique utilisée depuis que la gouvernance Antoine est là. On organise des conférences, on organise des assises, on organise des ateliers. Mais les réalités ne sont pas conformes à ces ateliers-là. Le mobile de ces forums-là, c'est quoi? Ramener la paix. Est-ce qu'on ramène la paix avec la bouche? On ramène la paix avec les actions. Et les actions doivent être centrées sur les terrains, le vécu. C'est vous qui parlez, le forum ne vient qu'en dernière étape, en définitive, après avoir tout maîtrisé. Voilà. Et on dit, voilà, la sécurité à elle seule n'étant pas suffisante, on peut maintenant chercher à réconcilier les 2 peuples pour qu'ils cohabitent ensemble. Exactement. En dernier lieu. Bon, exactement. On va voir Parce que, déjà, il faut dire, les Congolais, généralement hospitaliers. Et vous allez vous rappeler, c'est seulement lorsque ces gens arrivent avec la promotion du tribalisme que nous assistons à ces théâtres désolants. Vous savez, Mobutu était en mesure de dire, bon, Koyagelo, je vous nomme gouverneur au Shabbat. Et de là, Koyagelo se démarque par sa façon de faire. Lui qui n'est pas de là. Et arrive à attirer l'amour et la confiance de cette population. Un Konde Vilakikanda au Nord Kivu. Et aujourd'hui, Konde Vilakikanda n'a jamais été chez lui au Congo central. Il a toujours été, jusqu'à son départ, paix à son âme, Eli à Goma. Vous comprenez qu'il y a un souci de vouloir vivre ensemble. Et ça, c'est notre vécu. C'est un acquis. Voilà. Mais les problèmes aujourd'hui,
voir une tribu s'opposer à une autre, avec qui ils ont déjà cohabité depuis des temps, avec des raisons farfelues, parce que moi je les traite comme ça, parce que je conçois mal que l'été où les Yaka, chacun ne maîtrise pas sa terre. C'est faux. C'est faux. Ils en sont conscients. Mais c'est parce que pour des objectifs inavoués, par exemple, ou peut-être, ils sont en train de s'entretuer, ce qui n'est pas une bonne solution. Je pense que l'option de dialogue, comme vous l'avez dit et je le redis encore, doit être l'ultime recours. Parce que l'État est déjà là, l'État s'est imposé et on ramène la paix. Et si il voulait parler dialogue, il devait le faire après Yumbi. Parce que Yumbi, après l'État est venu, il a imposé l'autorité de l'État, on a arrêté des gens, on a ramené l'ordre. Et après, il fallait parler, non? Pourquoi on ne l'a pas fait en ce temps-là? Très bien. On va aller à l'Est avant de revenir sur Kinshasa. La situation à l'Est, on a quand même les forces kenyanes qui sont venues pour bouter les M23 dehors à la suite des accords signés en Nairobi entre les chefs d'État de la communauté East Africa. Le chef lui-même a promis, a déclaré sur les antennes de France 24 et RFI que cette force va se déployer pour mettre l'ennemi dehors. Maintenant, c'est pratiquement opérationnel. Comment analysez-vous la situation? Est-ce que vous pensez vraiment que cette force va réussir sa mission? Au cas où, la mission réussissait, quelle serait la suite après la mission? Parce que cette force ne va pas rester indéfiniment chez nous comme la MONUSCO, elle va devoir un jour partir. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau interne pour qu'après, on ne fasse plus recours à des forces extérieures pour la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays? En réalité, ces questions devaient trouver des réponses dans l'accord même qui crée cette force régionale. Où on vous dit qu'ils sont là, par exemple, pour 6 mois, et le commandement est confié au Kenya, comme ils l'ont dit, de manière verbale, et la rançon ou la solde va être payée par tel État, ou par cotisation de XY État. Mais toutes ces questions demeurent à ce jour couvertes de flou et de l'ambiguïté la plus totale qui puisse l'être. Parce qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que cette force sera pilotée par les Kenyans. Et c'est tout. Je ne sais pas, ils viendront avec quel effectif. Parce qu'il s'agit là du mélange des 6 principaux armées de la East Community africaine. Et là encore, il faut le dire, c'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris que les Soudan du Sud vont envoyer des éléments ici. Même les Soudans. Pour aider les Congos. Pourtant, aujourd'hui, les Soudans décident de diviser à 2, morceler. Cette même armée qui prétendument va aider l'armée congolaise n'est pas à même de ramener la paix là-bas. Et si elle est moins bonne que la nôtre. Vous imaginez un peu. Voilà. Et de tous ces 6 États, aucun d'eux n'est mieux positionné en Afrique que l'armée congolaise. Bien évidemment, il faut le dire, nous avons régringolé les 5 places. Parce que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, ils nous ont trouvé à la 5e position. Aujourd'hui, nous sommes à la 11e. À la 8e plutôt, aujourd'hui, nous sommes à la 11e. Nous avons perdu des places. Même en perdant nos places, et l'armée angolaise, et l'armée rwandaise, l'armée sud-soudanais, l'armée tanzanienne, l'armée kenyane, l'armée burundaise, tous sont derrière nous. Mais le chef a dit que notre armée est mixée, brassée. Bon, la rhétorique, c'est qu'on ne peut pas compter sur cette armée pour gagner la guerre. Voilà pourquoi on a fait recours aux forces étrangères. Mais quel est le discours retenu de ce chef-là? C'est le même qui nous a dit il y a une année, je crois, il y a 2 ans, en 2019, qu'à son arrivée, il a trouvé une armée structurée et organisée. Et il a même ajouté la mieux équipée. Donc, à son arrivée, on n'a pas eu besoin d'équiper l'armée. Le discours était sincère. Voilà. Ce discours n'était-il pas écrit par les kabylistes? Donc, nous comprenons que lorsqu'il disait en son temps, quand il combattait, qu'à son arrivée, le militaire et les soldats, chacun aura sa propre maison, il mentait. Que retenir de lui de bon? Parce que déjà, en moins de 2 ans, il change 2 fois de discours. Et c'est là tout le problème. Et lorsqu'il dit que l'armée est infiltrée, l'armée, nous sommes d'accord. Parce que moi, je me suis toujours posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait que, pour avoir été à la rébellion, avec 4 hommes, intégrés à l'armée, sur pied de ces mixages, vous avez les galons rouges, par exemple, ou jaunes. Est-ce que c'est parce que vous avez tenu à gérer 4-5 hommes au front, dans la brousse, que vous devez mériter ça? Et que faire de ceux qui ont fait Kitona? De ceux qui ont fait Kotakoli, de ceux qui ont fait Kibomango et de ceux qui ont fait Kananga, qui méritent valablement ces galons-là. Mais lorsqu'on constate que réellement l'institution est infiltrée, comme on l'a dit, la première des choses, c'est d'envoyer l'antidote pour désinfiltrer ou d'envoyer les mécanismes pour désinfiltrer. Quelles sont les réformes clés
structurelle, organisée dans les secteurs de la défense. Gestion. 3 ans et 10 mois de gestion. À peine nous venons d'adopter notre plan de défense. À peine. À peine. Vous comprenez que ces gens sont perdus dans la gestion. Tu veux ramener la paix, mais tu n'arrives pas à mettre en place à temps réel les plans de défense ou la politique de défense. C'est là un problème. Pourtant, l'article 91 de la Constitution dit clairement que les gouvernements de la République est censé organiser et définir la politique générale de la nation. Là, on voit chaque secteur. Et c'est là l'handicap majeur de la gouvernance Tshisekedi, c'est l'incompétence. Parce que si la gouvernance Tshisekedi était caractérisée par la compétence, les voyants, ceux qui ont l'amabilité de détecter le problème en amont, vont vite comprendre qu'il faille que nous ramenions des réformes dans tel secteur. Oui, on a compris par rapport aux réformes. Croyez-vous que cette force régionale sera en mesure de rétablir la paix et de remettre cette partie du territoire au FARDC? Je vais vous dire ce que je pense à cœur ouvert. L'armée congolaise, à lui seul, peut ramener la paix. On ne lui a pas fait confiance. La preuve, c'est que les On lui a pas fait confiance. J'arrive. On a invité d'autres armées. La preuve, Voilà. c'est que le général Defek Kayimbi, lorsque le M23 s'annonçait à Rutshuru et je crois à l'autre colline, il n'a eu besoin que de 3 jours. Général Kayimbi. 2 jours, je l'ai dit bien, de 3 jours, pour ramener à l'ordre ce M23. Plus de 500 capturés, plus de 300 morts, des matériels enregistrés, à confisquer. Et des gens font la prison à ces jours à cause de l'attaque foudroyante de l'armée congolaise, qui jadis en son temps était sous embargo. En 2014. Parce que maintenant nous avons évolué. Nous ne parlerons plus d'embargo, mais des astreintes. Ouais. On a allégé. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Cette même armée a déjà débouté l'armée irrégulière qu'on appelle M23. Et si aujourd'hui, vous affirmez haut et fort que nous avons besoin d'une force régionale, c'est dire au monde que mon armée est incapable. Et ça, les citoyens Antoine tombent sur le coup de l'outrage à l'armée. Parce qu'il est censé, de par la Constitution, commander cette armée. Voilà pourquoi on l'appelle commandant suprême. Et si le commandant suprême est défaitiste, si le commandant suprême est négativiste, qu'attendez-vous des hommes au front? C'est en fait ça la question. Avec lui, nous vivons la théorie de la démobilisation. Il vous dit que nous avons besoin d'une force régionale. C'est la démobilisation presque. On prend un homme au front, on le ramène ici en prison. Quelle est la morale qu'on laisse auprès de ces hommes qui commandaient? Et puis, depuis qu'il est arrivé, on ne parle plus de déferment, on parle d'arrestation. Et pourtant, les militaires, on les défère. Parce qu'il ira de là où on l'a arrêté vers les juges de son rang. Pourquoi? Parce que simplement les têtes X, les têtes Y ne plaît pas à l'autre. Depuis qu'on a pris Bunagana, 109 jours aujourd'hui, cher Patrick, combien de fois le gouvernement de la République a réuni le Conseil supérieur de la défense? Et s'il faut fêter les 4 dernières réunions de Conseil des ministres, vous allez convenir avec moi qu'on n'a nullement parlé de la question Bunagana. Pourtant, la Constitution en installant ou en instituant les conseils supérieurs de la défense a voulu mettre ensemble tous les protagonistes de la paix. On commence par les corps militaires, on commence par les commandants suprêmes, on commence par les membres du gouvernement qui sont censés mettre les moyens. Ça veut dire, un impulse la politique, on l'appelle commandant suprême, l'autre impulse la tactique, on appelle autorité de commandement, les membres de l'armée, le chef d'état-major et son équipe, et l'autre qui met le moyen qu'on appelle gouvernement. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de réunir ces membres pour concourir à la paix, ça veut dire que vous êtes complice de l'insécurité, vous êtes complice de l'instabilité. Et qui parle de vous? Qui est dur sur vous si ce n'est que vous considérez comme traître? Parce qu'aujourd'hui, la situation de Bunagana ou la position de Bunagana a été conquise, prise grâce à la collaboration de la mutualisation avec les UPDF. Parce que les positions par lesquelles on a attaqué Bunagana pour la prendre, c'est les positions occupées par les forces de la mutualisation. Et s'il faut parler de cette mutualisation encore, il faut revenir sur les tweets de Kakuta Museveni, qui vous dit clairement que les Rwanda et l'Ouganda, c'est une histoire de fratrie. Parce que mon oncle, qu'on appelle Kagame, a étudié grâce au financement de mon père. Il a géré les renseignements de mon père. Et vous, qui êtes-vous? C'est ça la question. Et aujourd'hui, dans la mutualisation... La force régionale. La force voilà, régionale. j'arrive.
Toujours dans la force régionale là. Ouais, va-t-elle réussir la mission? C'est sceptique, ils ne vont pas réussir. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Voilà, je vous donne un cas. L'Ouganda, qui aujourd'hui nous dédommage, en début du fait qu'on a minorisé les montants, va encore nous aider à ramener la paix, Patrick. Est-ce que c'est cohérent? Aujourd'hui, l'Ouganda nous a laissé avec les cimetières le plus long du Congo, à Kisangani. Les cimetières le plus long que nous ayons a été créé grâce aux tueries perpétrées par l'armée ougandaise. Et c'est ce même Ouganda qui va nous aider aujourd'hui à ramener la paix. Rassurez-vous, il viendra récupérer ce qu'il est en train de payer, bien que c'est aussi introuvable des fois. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est... Vous pensez que la solution, c'est notre armée? C'est notre armée. Pas l'armée régionale. C'est notre armée qui passe par des décisions courageuses. Donc vous prenez le contre-pied de Félix Tshisekedi qui a dit que l'armée est mixée, brassée. Par conséquent, il faut faire appel à une armée étrangère. Tendez-lui le micro. Pourquoi il n'a pas désinfiltré l'armée? Pourquoi il n'a pas désintoxiqué? Posez-lui la question. Donc il a tous les pouvoirs. Il a tous les attributs de l'État. Vous savez qu'il y a les commandements militaires nommés par lui. Vous savez que c'est lui qui préside le conseil des ministres où on définit le budget de la défense. Vous savez que c'est lui qui relève des fonctions des commandants militaires. Qui préside le conseil aussi supérieur de la défense. Ouais. Vous comprenez avec moi qu'en réalité, c'est lui le problème. La paix devait venir de lui. Mais si la paix ne vient pas de lui, ça veut dire que lui-même ne sait pas ramener la paix. Et avec quelqu'un qui ne sait pas ramener la paix, devons-nous poser la question ou espérer avoir la paix? Très bien. On quitte le Nord Kivu et la province de l'Ituri pour nous rendre cette fois-ci à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale, où nous observons une grosse polémique née à la suite des salaires des députés qu'on appelle émoluments. Martin Fayulu, qui est à la base de cette polémique, a soutenu publiquement qu'un député congolais touche 21 000 $ américains. Il a été rejoint dans sa position par les honorables députés Délice Sanga et l'honorable Jean-Baptiste Akasekwa, qui ont apporté de l'eau au moulin de Martin Fayulu pour déclarer qu'effectivement, avec les avantages, les primes, tout ce qu'ils ont, ils arrivent jusqu'à 21 000 $ américains. L'Assemblée nationale ne s'est pas tue au-delà des menaces de communication, des grimaces de son directeur de cabinet. Le bureau Mbosso va finalement mettre en place une commission spéciale pour entendre ces deux députés nationaux. Ils risquent l'invalidation. Est-ce qu'ils ont les moyens de défense? Ils ont des preuves à apporter à cette commission spéciale. Est-ce que cette dernière va-t-elle les écouter? Nous allons en savoir un peu plus dans les jours qui viennent, mais au moins, nous voulons attendre Maître Jonathan Mwele par rapport à ces sujets. Vous êtes du côté de Délice Sanga et de Kasekwa contre Mbosso et son bureau. Vous savez, cher Patrick, d'entrée de jeu, il faut dire que le combat de la réduction de train de vie des institutions est un combat noble, est un combat démocratique. Et seuls ceux qui veulent voir la République avancer vont soutenir ces combats. Et ceux qui veulent voir des gens avancer, des familles avancer, vont la combattre. Aujourd'hui, cher Patrick, la question clé à poser, c'est de demander à M. Mbosso à son bureau, vrai ou faux, son premier vice-président touche 200 000 $ par mois, confirmé par un député sur une chaîne de la place. Qui l'a démenti? Personne. Et qui a appelé ces députés-là à être entendus dans une commission? Personne. Simplement parce qu'il appartient à ce groupe de travail qu'on appelle l'Union sacrée, dont le résultat est faible. Et s'il faut évoluer, on parle d'un salaire qui est un élément de la rémunération. Ça, c'est encore un détail à apporter. Et de par la Constitution, les salaires des députés est considéré comme émolument. Un détail clair à apporter. Et lorsqu'on rentre au Code du travail, on vous dit que le salaire est composé de, la rémunération est composée de. On met un salaire ou traitement de base, 2 primes de transport, allocation familiale, et on ajoute tout ce qu'on ajoute comme incise là. Et c'est pareil dans les institutions du pays. Si aujourd'hui on peut dire que l'élément de la rémunération qu'on appelle salaire pour les députés, c'est autant. Et qu'est-ce qui reste de tous les avantages
Et pourquoi dans la fiche de paie, on ne voit pas tous ces avantages? La preuve, c'est que dans la loi des finances, vous allez retrouver ce qu'on appelle réserve parlementaire à hauteur de plus de 5 millions de francs congolais. Mais dans la fiche de paie de la banque, on ne les retrouve pas. Qui trompe qui? Qui trompe qui? On va plus loin. L'honorable Ados Nomba, si vous a montré la vidéo qu'il a enregistré au bureau en son temps du premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'on appelait Jean-Marc Kabound, où seuls les élus union sacrée touchaient 1000 $ de carburant et de crédit. En son temps-là, qui est cette autorité du bureau de l'Assemblée nationale qui a démenti cette information? C'est déjà là le problème. Et aujourd'hui, la somme de 21 000 $ que nous appelons le peuple est d'accord. Le peuple est d'accord. Le peuple est d'accord parce que le peuple a vu ce que Mbosso et son bureau ne voulaient pas que nous puissions voir. Voir clair que seules 500 familles ont le droit de se répartir les ressources de notre pays au détriment des autres. En dépit du fait que la constitution de la RDC stipule clairement, expressis verbis, que nous avons le droit de nous répartir de manière équitable les ressources de notre pays. Si aujourd'hui, un député a 21 000, si aujourd'hui, le mieux payé des chefs de service a 22 millions de francs congolais, posez-vous la question, que touchent les patrons de l'administration qu'on appelle secrétaire général comme rémunération? Pourtant, c'est lui le poumon de l'Assemblée nationale. Lorsque l'on déstabilise ou on destitue le bureau, qui on appelle? C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Pourquoi celui-là qui gère le bureau, qui gère la clé du bureau qu'on appelle administration? Seules 500 familles ont le droit de se répartir les ressources de notre pays au détriment des autres. En dépit du fait que la constitution de la RDC stipule clairement, expressis verbis, que nous avons le droit de nous répartir de manière équitable les ressources de notre pays. Si aujourd'hui, un député a 21 000, si aujourd'hui, le mieux payé des chefs de service a 22 millions de francs congolais, posez-vous la question, que touchent les patrons de l'administration qu'on appelle secrétaire général comme rémunération? Pourtant, c'est lui le poumon de l'Assemblée nationale. Lorsque l'on déstabilise ou on destitue le bureau, qui on appelle? C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Pourquoi celui-là qui gère le bureau, qui gère la clé du bureau qu'on appelle administration, à moins que les gens qui viennent de manière ponctuelle, ils ne sont pas permanents. Pendant les vacances, l'administration travaille, mais les députés partent pour les vacances. Pourquoi c'est déséquilibre? Voilà pourquoi moi personnellement, je considère cette procédure, cette commission, comme étant les méthodes rétrogrades d'intimidation. Le bureau n'a pas le droit de mettre en place une commission pour entendre les élus. Les bureaux ont plutôt les droits de sortir, nous dire clairement par une conférence de presse ou dans la conférence de président que voilà, vous parlez de 21 000. Nous savons que les émoluments comme salaire de base est autant, réserve parlementaire autant, prime de carburant autant, et lorsqu'on calcule... Les invisibles. Voilà. Et lorsqu'on calcule avec les invisibles, ça nous fait autant. Ce qui n'est pas le montant allégué. Et la conférence des présidents, qui est la première des organes de l'Assemblée nationale, prenant des positions. Et même lorsque vous voyez la position prise par ces députés-là qui organisent cette intimidation, 48 ou 47, 487 familles disent oui, nous sommes pour la commission. Donc seuls eux doivent vivre et non les Congolais. Et les combats de la réduction de 30 de vie des institutions. Avant qu'on arrive au combat, vous pensez que ces Sanga et Kassekwa ont quand même des preuves à emporter? Et au cas où ils avaient des preuves, seront-ils écoutés? Voilà. Je l'ai toujours dit, et c'est ma conviction. L'honorable Sanga ne mène pas les combats de tape-œil. Je le suis de près. Je ne suis pas de son parti, hein, et je ne suis même pas dans la coalition où il est. Mais je sais qu'il mène un combat de conviction. Très bien. Et connaissant le background intellectuel qu'il a, je doute fort qu'il entrerait dans un combat ou qu'il mènerait une lutte sans avoir de soubassement. Ça, j'en doute. Parce que déjà en 2019, lorsqu'il commençait ses combats,
les députés de mon pays touchaient 13 000 $ de salaire. C'est un combat qui date. Hein? Et ça a évolué avec le temps. Et bien évidemment, les contradictions de chiffres que nous avons entendus, l'autre dit 7 000, 15 000, 12 000, 14 000. C'est déjà un élément de doute. Voilà pourquoi nous pensons et nous les suggérons. La population veut voir clair. Il semblerait qu'on a créé une chaîne qu'on appelle RTNC Institution. Que cette commission-là siège en direct. Non, ça sera huis clos. Non, nous demandons, ça sera le huis clos. comme peuple. C'est quand même Parce des que secrets d'État. Si et seulement si, comme les familles le disent, parce que c'est quelques familles, il y a 480 et quelques familles, disent qu'ils ont été exposés. Ils ont vu leur crédit être mis en branle. Mais il faudrait que ce peuple, au point de qu'ils ont été exposés, puisse vivre en direct. Prenons le deuxième aspect de la question. Au cas où les preuves sont présentées, vous pensez à une. Pensez-vous qu'il y aura une sanction positive ou négative? C'est-à-dire, on sanctionne le député, c'est ça, on les invalide, ou soit on classe l'affaire sans suite. Vous savez, j'attends tout avec ces régimes, surtout avec le bureau Mbosso. Vous attendez la probable invalidation de Kassekwa et Sesanga? Vous savez, parce que déjà, l'honorable Kassekwa figure parmi les 3 députés très entreprenants de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a plus de 4 questions orales. Les dynamiques. Hein? Plus de 4 questions orales, sans compter les interpellations, sans compter le prise de parole, et sans compter le plaidoyer qu'il fait continuellement pour la question de l'Est. Un élément clé. De 2, aujourd'hui, si le bureau Mbosso était en même d'entériner l'invalidation d'une députée qui a écrit continuellement l'Assemblée nationale, malade de son état, ils ont foulé au pied tous les ordres de mission qu'ils ont signés pour l'invalider. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Des personnes qui ne tiennent plus à ce qu'elles donnent comme écrit. Il y a une main noire. En fait, l'objectif maintenant, c'est de faire taire le meilleur. C'est en fait ça la réalité. L'honorable Sesanga est très entreprenant. Déjà, vous avez appris, on a refusé qu'il puisse aider sa base. Vous imaginez un peu. Quelqu'un qui dit, bon, j'ai un peu de ce que j'ai, je donne pour la Covid, on est d'accord. Aidez-moi à asphalter la route pour permettre à ces Congolais d'évacuer calmement l'air, parce que personne refuse. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? L'objectif maintenant, là, c'est de ne plus le voir parler. C'est de ne plus le voir être à l'Assemblée nationale. Mais il faut poser la question à Mbosso. Il a été élu plus de 2 fois. 2011, il était là. 2018, il est encore là. Quelles sont ses initiatives à lui, comme parlementaire? Et si on sort ces initiatives, on les compare aux initiatives Sesanga, vous comprenez qu'il y a un problème. Sesanga a proposé une proposition de loi sur la révision constitutionnelle avec certains articles. Est-ce que Mbosso l'a déjà fait? Quel est le nom de ces mandataires ou de cette entreprise publique que M. Mbosso, lorsqu'il était député en 2011, a initié une question orale contre ces mandataires-là? Ou contre ces ministres-là? Du point de vue de la production, il n'y a pas de débat. Et même les jeunes qui venaient d'arriver avec sa première législature, M. Kassekwa, il est beaucoup plus entreprenant que les vieux qui ont longtemps traîné là-bas. Et même lorsqu'on voit les parleurs dans le bureau de l'Assemblée, il y a un qui parlait beaucoup aussi qui est dans le bureau. Quelles sont ses initiatives à lui comme député? On l'a vu avec Kaboun qu'on ne soutient pas, que moi personnellement je ne soutiens pas. En étant membre du bureau, il pouvait demander la parole comme député et interpeller. Vous parlez de Mbata. Je vous dis, Kaboun, membre du bureau, a pris la parole sur la question de réduction des trains de vie des institutions. Il avait pris position. Voilà, il a dit que nous sommes gourmands. Mais aujourd'hui, le bureau Mbosso, qui prend parole pour hausser la voix? La voix qu'ils ont suivie, ou la voix qu'ils optent de suivre, c'est la voix des intimidations. C'est la voix d'écarter le voix. C'est la voix de réduire au silence le voix. Mais j'encourage ici l'honorable Sesanga et l'honorable Kassekwa. Sachez que dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Il est vrai que l'endroit où vous pouvez mieux entendre ces voix-là, l'endroit où vous pouvez mieux mener ces combats, c'est le temple de la démocratie qui aujourd'hui est le temple de la dictature. Parce que l'honorable Mbosso arrache la parole brutalement aux députés. Vous savez, lorsqu'il a fait avec l'honorable Ados Nobasi, lorsqu'on vous dit que théâtre, ne sera théâtre, à l'Assemblée nationale, du haut de la tribune, vous voyez un Bochab faire ça? Vous voyez un Kamere faire ça? Vous voyez un Tambo Mamba faire ça? Un Minakou. Vous voyez un Minakou faire ça? Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont pris de la hauteur. Ces gens-là ont pris de la grandeur. Ces gens-là ont mesuré la grandeur des attributs de la fonction qu'ils incarnaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Et moi, je pense
que le combat va être continuel. Nous allons continuer ces combats. Et cette commission doit siéger. Vraiment, on dirait parce qu'ils ont une chaîne pour ça. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre le dernier virage de cette émission. On va aller du côté de la présidence de la République où un conseiller serait accusé de viol sur mineur, arrêté au niveau de la commune. Nous sommes convaincus qu'il sera présenté devant un juge. C'est un scandale de trop ou de plus. Après, c'est lui, de Didier Chimanga, impliqué dans une vidéo compromettante de pourcentage indûment demandé aux faux investisseurs qui l'ont piégé. Bien avant cela, on a vu la situation Lobo, on a vu 100 jours, on a vu des responsables de la présidence aller faire chanter une banque de la place. Ça fait autant de scandales à la présidente de la République. Que vous inspire tous ces scandales que nous vivons au niveau de la première institution du pays? Vous savez, cher Patrick, la première institution du pays s'est vue être désacralisée depuis l'arrivée du citoyen Antoine. Il n'y a plus de valeur. Citoyen Antoine, c'est qui? Mais c'est le président statutairement reconnu actuellement de l'UDPS. C'est en fait ça la réalité. Aujourd'hui, en dépit de ces triplages des salaires, en dépit de ces charrois automobiles imposants, en dépit de ces pléthores de gens qu'on a ramenés là-bas, qu'est-ce que l'on doit encore vivre? C'est les scandales. Quelqu'un me faisait rire avant-hier, il me dit, mais Jonathan, il faudrait qu'on enlève les S qu'on ajoute dans scandale pour mettre scandale. Scandale. Pourquoi c'en est de trop, Patrick? Et on scandale. C'en est de trop. Pourquoi seulement là-bas, où l'on demande de pourcentage, où l'on dénigre les chefs? Le chef, c'est moi. Pourquoi seulement là-bas on devient courtier? J'ai financé sa campagne. Pourquoi seulement là-bas? Et plus grave aujourd'hui, on entre dans le mœurs. On va détruire l'avenir d'une petite fille. Parce qu'on a une parcelle du pouvoir. Parce qu'on est quelqu'un. Mais la plus grande problématique qu'il faille se poser, c'est la question de la fin de ces feuilletons judiciaires. Ah oui. Aujourd'hui, nous avons maîtrisé les sagas 100 jours. Nous avons maîtrisé les sagas Covid. Nous avons maîtrisé les sagas Chimang. Et là, nous allons vivre encore les sagas Bafouimani, je sais quoi d'autre. Ça veut dire quoi? À la fin, ça veut dire quoi cette histoire? Comme vous dites, on a maîtrisé, on a maîtrisé. On voilà. comprend rien. À la fin, quelqu'un sort poitrine bombée, courageux. Il est même reçu par celui qui est censé garantir le bon fonctionnement de la justice et de tous les secteurs de la vie pour dire je suis libre. Des acquittements en cascade, des négociations, des compromis au détriment de l'argent du trésor public, au détriment des vies humaines. Aujourd'hui, Patrick, qu'est-ce que nous devons attendre de plus de ce pouvoir finissant? Des tristes mémoires. Ils ont volé. Ils ont touché de per diem. Ils ont été dans la corruption, voire même ils ont légalisé la rétrocommission. Ils ont été dans des viols. Il reste que nous puissions dire qu'ils ont été complices de nos rebelles ou peut-être de ceux qui nous ôtent la vie nuit et jour. Parce que tout type de scandale, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce sont eux-mêmes qui sont dans des conflits de compétences avec les ministres du gouvernement. Les rapports sont là. Parce qu'ils ont le même rang que les ministres. La présidence, c'est une forme de gouvernement. Comment pouvez-vous comprendre? Un administratif qu'on appelle DIRCAB a les rangs de VPM, vice-premier ministre. Il se comportera à ce temps-là comme VPM. Un conseil spécial a les rangs de ministre d'État. La preuve, c'est que M. Chimanga n'a pas eu besoin d'aller voir Mme la ministre d'État aux mines. Pour dire, Madame la ministre, c'est votre compétence. Non, il a dit le président, c'est lui. Ou même son collègue conseiller spécial qui s'occupe des questions de mines. Pour dire, collègue, c'est dans tes attributs. Moi, conseiller spécial, je n'entre pas. Il est entré allègrement. Parce qu'en réalité, c'est dans la façon de faire. Donc rien n'est plus respecté à la présidence. Hein? Rien. Chevauchement total. Personne n'est dans son job description. Donc on ne sait pas qui est conseiller à la... Aux mines, on ne sait pas qui est conseiller financier. C'est le plus fort qui l'emporte. Qui l'emporte, exactement. Le plus coopérant apporte.
Les plus courageux. Les plus courageux. Aujourd'hui, Patrick, lorsque 2018 partait, nous avons laissé là, où nous avons trouvé là, où nous avons vécu là, avec 4 conseils spéciaux. 4. Aujourd'hui, il y en a 8. Il y en a 8. Il y en a 8. Posons-nous la question. Avec des salaires triplés comme l'a dit Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui a changé pour aujourd'hui avoir 8? Qu'est-ce qui a changé dans la tribu de ces ministres et de ces conseillers-là pour voir leur salaire être triplé? D'autant plus encore, nous avons les conseillers et les sous-conseillers qui sont dans les collèges. Imaginez si les spéciales 1, dans les collèges, il a 5, ça fait 6. La République saigne. Et les combats de la réduction... Le budget de la présidence est plus grand que celui de l'armée. Et ils sont toujours dans les dépassements budgétaires. Ça, il faut le dire. Et là, j'aimerais dire à M. Alinguete que le dépassement budgétaire est une faute de gestion. Et je l'ai entendu dire que ce n'était pas une faute quelque part. Bon, je concède son ignorance. Ça, il faut qu'il les retienne. C'est une faute de gestion. Parce qu'un gouvernant doit tabler sur 2 choses. La prévisibilité et la cohérence. Comment ne pas savoir que dans 10 ans, j'aurai besoin de ça pour acheter ça? Comment ne pas savoir bien gérer pour ne pas avoir besoin de surplus? Et c'est celui-là que vous n'allez pas traiter de l'auteur de faute de gestion. Non. Aujourd'hui, la question de la gouvernabilité... Quel est-il encore? Quelle est la solution pour qu'on mette fin à cette émission? Est-ce que le président peut se rattraper et balayer la cour, mettre en place un nouveau cabinet qui va redorer quand même l'image de la présidence assez ternie comme ça? Il est extrêmement lié par le devoir de la redevabilité. À qui? Aux combattants. C'est comme ça qu'il s'appelle. Quel combattant? C'est de l'imité ou c'est venu de la diaspora? C'est de la diaspora. C'est qui prétendument... Il est pris en otage par voilà, c'est qui prétendument le... Il ne peut rien. Je vous dis clairement. Parce que si aujourd'hui on doit tabler sur les compétences, sur les atouts, vous allez me dire que tous ces conseillers-là qui ont travaillé sous Kabila ne devaient plus rester là. Non, les régimes ont changé. Hein. Voilà. Mais ces gens-là ont travaillé des années et des années, parce qu'il faut le dire, Kabila a changé de conseiller que 2 fois. En 18 ans. 2 fois. 2 fois. À l'époque où Némi quittait les rangs des conseillers, ouais, où il entrait comme conseiller, et lorsqu'il quittait pour devenir DIRCAB. 2 fois. Ça veut dire que ces gens-là ont acquis une certaine expérience. À la présidence sous Kabila, les tristes mémoires qui ont mal géré, on voyait plus les 3 là, DIRCAB et DIRCABA. C'est là où on changeait plus. Mais dans les conseillers, on laissait. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de l'expérience qui était de mise. La longévité. Mais aujourd'hui, s'il faut prendre... La maîtrise des dossiers. Voilà. S'il faut prendre de combativité aux conseillers, c'est la guerre. S'il faut prendre du conseiller. Du combativité aux conseillers, c'est la guerre. C'est la destruction même de la fonctionnalité de l'institution. Parce que c'est la personne qui a toute sa vie été combattant. Vous l'amenez devant les classeurs, devant les traitements de dossiers. Vous allez me dire qu'il verse dans les trafics d'influence. Vous allez me dire clientélisme. Et puis après, ça sera du Benga Topin. Et lui, c'est moi. Ça sera ça la réalité. Parce qu'il sait qu'il est là, parce que tel a reconnu ce qu'il aurait fait dans le passé. Et non ce qu'il a comme atout. Et dans la gouvernance, l'atout prime. La question de la compétence prime. Et je salue d'ailleurs, j'ai vu le tweet de votre consoeur Kimoutou qui disait quels sont les critères pour choisir un collaborateur. Et moi j'ai voté pour la compétence par-dessus tout. Si la compétence doit venir de la société civile, va puiser là-bas. Si la compétence doit venir du camp des détracteurs, il va puiser là-bas. Vous allez dire débauchage? Non. Vous savez, je l'ai toujours dit. Sauf si lorsque l'on vous nomme, on vous aliène ou on vous contraint à changer de position. Mais si on ne vous oblige pas à changer de position, on vous prend pour vos atouts, pour vos performances, pour vos compétences. Vous pouvez être là et ne pas les accompagner dans leur gestion. Voilà, Maître Jonathan. Parce que la question de la nation, c'est la question du patriotisme. Mais d'abord, et bien évidemment, qui pourra accepter de travailler avec le pouvoir où la tête lui-même n'est pas très propulseur? C'est fait ça la réalité. Parce que l'impulsion doit venir du sommet. Mais si le sommet ne propulse pas, et en bas, qu'est-ce qui va rester? Maintenant que vous dites qu'on ne peut rien attendre, on ne peut pas espérer mieux, il ne peut pas changer ses conseillers, il ne peut pas mettre en place un nouveau cabinet parce qu'il est pris en otage par les conseillers venus d'Europe.
les Congolais doivent comprendre qu'il n'y a pas de solution. Donc le pays sera géré de cette manière-là jusqu'à la fin du mandat. Malheureusement, c'est la triste réalité auquel nous sommes contraints de vivre parce que voilà, la volonté n'est pas manifeste. Les scandales n'ont pas commencé de 2022. C'est depuis. Pourquoi depuis on n'a pas pris ces décisions courageuses pour dire voilà, nous décidons de changer. Parce qu'en réalité, on ne veut pas perdre des liens qu'on a. On ne veut pas perdre des relations qu'on a. Pourtant, ces relations-là agissent au détriment de la vie de la nation. Donc le pays va sensiblement être handicapé dans la gestion de l'UDPS. Voilà pourquoi je dis qu'il faut vite fermer cette parenthèse triste que l'UDPS nous a offert en 2023. À la population. Et éventuellement, pour qu'on finisse, un petit mot à la population. Éventuellement, laissez-moi parachever mon idée. Allez-y. Éventuellement, leur décerner ces certificats d'inaptitude professionnelle. Parce que l'Union sacrée n'a pas été en même d'être jugée apte à gérer. Et pour cette population qui nous suit, je vais résumer un peu ce dont on a échangé ici. Assez de Kwamutu, vous devez vous aimer. C'est notre terre. La paix est au-dessus de tout. Observez comment d'autres provinces de la République émergent et se développent. C'est parce qu'il y a d'abord la paix. Et il y a l'amour entre populations et ça concourt à cette tranquillité qui propulse le développement. À la population de Kinshasa, vous qui reconnaissez ou qui reconnaissez connaître 2 ou 3 colonnes quelque part, pour la question de la préservation d'une vie qui pourrait être victime de ces colonnes-là, dénoncez-le. Et à la justice, donnez-nous les vrais droits. Ne soyez pas sélective, ne soyez pas sectorielle, ne soyez pas instrumentalisés, parce que vous êtes la seule institution constitutionnellement indépendante. Parce que les restes sont subordonnés et vous, vous ne l'êtes pas. La question de la gestion des scandales. Je lisais un auteur qui disait « Le chef est responsable du casting de ces hommes. Ce qui fait qu'il apporte l'entière responsabilité au cas de dérapage. » Et un autre auteur qui dit encore que la compétence n'a pas besoin d'heures pour se manifester. Car avec une signature de 5,5 secondes, on peut savoir que la personne est compétente. Ça veut dire le choix. Observons. Quels sont les signaux posés par cette gouvernance qui nous amènera à comprendre qu'ils sont compétents. Merci, cher Patrick, pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele, du Parti politique pour l'amour du Congo. Et cadre de la Mouka. Et cadre de la Mouka de Martin. Fayoulou Martin a quand même chanté un peu, question de... Vous savez, lorsque la nation s'en meurt, c'est la tristesse qui est transcendée par la voix. Martin Fayoulou en train de pleurer en chantant. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les fois où j'ai écouté les hommes d'État chanter Congo Mboka, il y a toujours des larmes qui coulent. Ah oui. Je l'ai vu il y a plusieurs années, et avec un ancien aujourd'hui qui est dans la jouissance dans l'Union sacrée. Je ne vais pas citer son nom ici pour faire sa publicité. Il a pleuré aussi. Et c'est cet amour patrie là qui nous fait couler des larmes. Très bien, on est à la fin. Bon week-end chez vous. Frédéric Loukeba, à vous l'antenne.